patriotes rejoint le parti sans culotte. Citoyens, citoyennes, on vous court. Des citoyens propres dans une ville propre, nos enfants nous regardent. Pour l'honneur, pour servir, pour la gloire, nous avançons. Je suis un citoyen ordinaire. Citoyen, soldat, frère, père. Citoyen, C'est mon devoir de citoyen. Je n'ai qu'une voix. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix citoyennes, Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Bienvenue comme tous les lundis soirs de 19h et 20h dans les vraies voix citoyennes avec notre duo, Aurélie Gros, bonsoir. Bonsoir Philippe David. Madame la coprésidente. C'est ça. Ça vous va ? Ça me va très bien. Et Stéphane Pellet. Bonsoir Stéphane. Monsieur le coprésident, ça vous va aussi ? Ça me convient, d'autant que je n'ai pas le choix. Vous pouvez refuser. Oui, ce soir, je vous remets ma démission en direct. J'ai le pouvoir. Enfin, j'ai le pouvoir. Ça y est. Vous pouvez m'appeler présidente, Philippe. Coup d'état en direct. Exactement. J'ai fait un regard noir, il n'a pas pu résister. C'est ça. Alors tiens, quelles sont les dernières nouvelles du G500 citoyen après Marseille? Ça va se décaler vers la Drôme provençale, si je ne m'abuse. Ça y est, on vient de rentrer, Oui, Philippe David. Vous voyez pas notre teint dans... Ma langue a volé, ça s'est décalé vers la Drôme provençale. Exactement, on a été voir des exploitations agricoles, 3 grandes exploitations agricoles avec des méthodes totalement innovantes, notamment en matière de cycle de l'eau, parce que c'était le sujet principal. Et ensuite, nous sommes allés dans un village à Saint-Sauveur-Gouvernet. On remercie encore une fois Madame la maire de nous avoir accueillis. Et on a débattu avec les citoyens. On a aussi pu voir un film proposé par l'association Écran du Monde de Michel Noll. Et ça a permis d'avoir des débats passionnants et un grand nombre de résolutions qui seront adoptées à Lille. Car Philippe, on ne se contente pas en effet des grandes villes où on a eu donc ces fameuses étapes régionales qui préparent le sommet citoyen. Comme Nice, Toulon, Lille, etc. Toulon, là, c'est vraiment des très grandes villes. Vous en oubliez une au passage, Marseille. Oui, mais c'était la dernière. Enfin, c'était l'avant-dernière, pardon. Marseille, c'est une petite ville, ça. Marseillais. Oui, non, mais là, je crois que c'est inconsciemment le cœur de supporters du PSG qui a parlé. Marseille, 1 million d'habitants, Saint-Sauveur-Gouvernet, 240 habitants. Vous voyez, on a été dans tous les formats, on a parlé de quasiment tous les grands sujets du moment, et donc tout ça va prendre forme avec des centaines de participants, voire des milliers de participants à Lille, les 12, 13 et 14 juin, où on portera de manière délibérative toutes ces résolutions qui feront une sorte de grosse plateforme, on ne sait jamais. Et on pourrait peut-être en avoir besoin d'idées dans les temps qui viennent. Et on sera bien entendu en direct avec les vraies voix à Lille. J'allais dire en partenariat avec Sud Radio. Allez, au sommaire, ce soir, 2 associations, 2 parcours, 2 manières de s'engager pour une société plus juste, plus inclusive et plus humaine. À une époque où les inégalités se creusent et où certaines voix restent trop souvent étouffées, ces projets redonnent de la force à celles et ceux qu'on voudrait parfois faire taire ou oublier. Au Cambodge, près de 40% des filles n'accèdent pas au collège, souvent par manque de moyens, de structure ou à cause de mariages précoces. Le photographe Grégory Herp signe un témoignage bouleversant avec son livre Les enfants du Cambodge, réalisé en partenariat avec l'association Toutes à l'école, fondée par Tina Kiefer. Cette association œuvre pour offrir une éducation d'excellence aux petites filles cambodgiennes. Des images fortes, une cause vitale et un pont entre l'art, l'enfance et la dignité. Merci à vous d'être avec nous. En France, les femmes représentent moins de 20% des dirigeantes d'entreprise et seulement 1 sur 3 dans les instances décisionnelles majeures. C'est pour faire bouger ces lignes que Virginie Atlan a lancé le programme Nous les ambitieuses qui accompagne les femmes dans leur parcours de leadership, de pouvoir et de prise de parole. Un mouvement d'empowerment, comme on dit en bon français, concret. Et un mouvement, concret, inspirant et structurant pour que l'ambition féminine devienne une force collective. Elle sera accompagnée de Karine Ohana, avec qui elle a lancé ce programme. Karine Ohana, directrice associée d'Ohana & Co. Allez, c'est parti pour les vraies voix citoyennes. Les vraies voix Sud Radio. Et on commence avec vous, Aurélie Gros. Eh oui, quand on parle de culture, d'art, d'engagement, il est photographe, il est engagé, il est passionné peut-être par certains destins oubliés ou les sujets complexes, mais souvent très beaux, et il illustre ça à travers des livres de photos, parce que le photo c'est le moment, l'inscription d'un moment, et voilà comme on le voit sur l'écran pour ceux qui ne sont pas en voiture, car il est interdit d'utiliser son téléphone portable
en voiture, je le répète. Voilà, c'est quelqu'un qui a décidé de s'engager pour des grandes causes. Et donc on est très très fiers d'avoir Grégory Yerp à nos côtés, puisque ce soir il va rendre un hommage émouvant à l'enfance, à la résilience et à l'avenir que l'on doit offrir à toutes les petites filles du monde à travers cet exemple et ce livre. Merci Grégory Merci à vous. d'être à nos côtés. Alors dites-nous comment vous avez démarré ce projet, parce que vous parcourez le monde, donc on n'arrive plus à vous suivre. C'est dur de vous avoir à Sud Radio. Donc bonsoir et merci de me recevoir. Alors pour vous parler un petit peu de la genèse de ce projet, j'ai rencontré Tina Kiefer il y a presque 10 ans, et puis j'étais évidemment très ému, très intéressé aussi par Toutes à l'école, l'association qu'elle avait créée, mettant complètement de côté sa carrière qui était jusqu'alors magnifique de journaliste. Et nous avons discuté, on s'était rencontrés à Nice, je me souviens, chez elle, et nous avions discuté de comment je pouvais, moi, apporter quelque chose à son association. Je lui ai proposé de partir sur place, faire des photos en noir et blanc, puisque le noir et blanc est ce que j'utilise le plus, parce que je trouve que ça apporte vraiment beaucoup de sensibilité aux choses, quel que soit le sujet. Et puis elle m'a dit banco, voilà. Donc je suis parti là-bas fin 2016 pour la première fois. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans les regards, les gestes, les silences de ces enfants que vous avez photographiés? Ce qui m'a le plus marqué, véritablement, c'est d'avoir trouvé tant de sourires, tant de résilience. Ce sont des petites filles qui ont eu des destins parfois très difficiles, qui étaient défavorisées, et qui ont vraiment très très bien compris qu'elles avaient là une seconde chance, grâce à Toutes à l'école. Elles attrapent cette chance à bras-le-corps, elles travaillent comme des acharnées, mais avec un plaisir, une gourmandise d'apprendre qui fait vraiment plaisir à voir. Il y a 100% de réussite au bac. Les petites filles sont vraiment accompagnées dès le plus jeune âge grâce à une école maternelle, mais jusqu'au bac, et maintenant même au-delà. Il y a un campus à côté de l'université où les filles sont prises en charge. Et comment vous avez été accueillis par les familles de ces petites filles et les familles du village, parce que c'est à travers plusieurs villages, j'imagine. Alors, elles n'ont pas toutes, malheureusement, encore une famille. Certaines sont orphelines, elles vivent à l'institut, dans les locaux de Toutes à l'école, là-bas, sur place. Celles qui ont une famille, j'en ai visité évidemment quelques-unes, qui m'ont parlé un petit peu de leur vie. Voilà, bon, des vies simples, parfois très difficiles, mais toujours avec ce sens de l'accueil incroyable, ce sourire communicatif, des gens qui ne sont pas du tout dans le misérabilisme, et c'est pour ça que je suis très content d'avoir pris autant de photos pleines de sourires, parce que je voulais pas montrer quelque chose de triste, de larmoyant, vous voyez. Non, ce livre, en fait, il montre la force de ces enfants, la force des femmes en général, et c'est à ça que je voulais rendre hommage. Stéphane Pellet. Et Grégory, vous êtes parti dans cette aventure auprès de Tina Kiefer, donc qui a mis sa notoriété au service de la création de cette association. Et c'est quoi les fondements même, d'ailleurs, de cette association, pour que nos auditeurs comprennent bien, justement, pourquoi on se mobilise pour les enfants, par exemple au Cambodge, mais j'imagine aussi dans d'autres pays. Oui, bien sûr, il y a des enfants en souffrance partout. Tina avait adopté une petite fille là-bas, donc elle a été évidemment sensibilisée au sort des enfants là-bas, mais au-delà de ça, au sort des femmes. C'est un pays où il est encore assez difficile pour une femme d'avoir des postes de direction, ou des responsabilités, ou des métiers beaucoup plus connotés masculin, comme, je sais pas, avocat ou des choses comme ça dans ce pays. Le but aussi de son association, en offrant cette éducation de haute volée à ses enfants, c'est de reféminiser ce pays. Et le fait est que ces enfants, lorsqu'elles partent même à l'étranger, en France ou en Angleterre par exemple, faire de hautes études à l'université, elles reviennent parce qu'elles ont bien compris qu'elles sont le futur de ce pays. Voilà. Alors, Toutes à l'école accueille une centaine d'enfants tous les ans, grâce aux sponsors très généreux que Tina a réussi à
à trouver, eh bien tout est payé, les vêtements, la nourriture, l'internat, les professeurs, etc. Mais aussi au-delà de ça, des colis pour les familles de première nécessité. On apprend aussi la permaculture aux familles, mais aussi aux villageois autour pour que l'agriculture soit plus saine. Voilà, qu'ils s'en sortent mieux, tout ça. Voilà, c'est devenu un projet global dans toute la région de Phnom Penh. Et c'est en cela que véritablement son œuvre est remarquable. Vous restez avec nous, Grégory Herp. On va continuer à parler de ce dossier. Alors, ces images sont vraiment touchantes. Vous me passerez l'expression, mais elles prennent aux tripes. On savait que vous étiez un photographe de grand talent, mais là, avec ces gamines du Cambodge, c'est peut-être encore plus touchant que d'habitude. On se retrouve pour continuer à parler de ce très très beau livre, Les enfants du Cambodge. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet. On parle de ce très beau livre sur les enfants du Cambodge. Alors, on les annonce, elles viennent d'arriver. On salue Virginie Atlan et Karine Ohana qui vont venir nous parler à partir de 19h30 de cette très belle association qui s'appelle Nous les Ambitieuses. Bonsoir. Bonsoir Philippe David et vous tous. Et on reprend avec vous, Grégory Herp, si vous permettez. Il y a 3 semaines, on en a parlé sur Sud Radio dans Les Vraies Voix. L'arrivée des Khmers rouges au pouvoir, c'était le 17 avril 1975. Et le pays a connu une des pires tragédies de l'histoire de l'humanité. Quand vous voyez ces enfants, leurs parents, est-ce que les plaies sont encore à vif ? Alors que le régime est tombé en janvier 79. Oui, mais c'est flagrant quand on est sur place. Les Khmers rouges ont vraiment marqué ce pays. Il y a un stade olympique qui n'a jamais connu les Jeux olympiques d'ailleurs, mais qui a été marqué par ce conflit, par cette guerre. C'est dans ce stade, notamment, que les Khmers rouges ont abattu, ont assassiné les intellectuels du pays, voilà, les professeurs, etc. Donc, oui, même dans la capitale, on le ressent. Il y a eu aussi, et je pense à partir de cette arrivée des Khmers rouges dans le Cambodge, dans Phnom Penh, une perte aussi de la francophonie. Oui. Il y a encore beaucoup d'avenues qui portent le nom de tout un tas de personnalités françaises, avenue Victor Hugo, etc. Et pourtant, quelques mots français qui mouillent la langue khmer, comme au Vietnam. Voilà, mais aujourd'hui, peu de personnes parlent encore français. Or, toutes à l'école, eh bien, remet le français au goût du jour, puisque les enfants apprennent également le français. Elles apprennent évidemment l'anglais également, mais c'est très complet, quoi, comme enseignement. Mais alors justement, de la même manière qu'il y a peut-être des auditeurs pour dire, il y a quand même aussi en France plein de problèmes. Pourquoi vous prenez tout ce temps, toute cette énergie, tous ces moyens ? C'est un classique, on va dire, de la discussion, y compris sur cette antenne d'ailleurs. Pourquoi spécialement le Cambodge ? Ça, il faudrait le demander d'ailleurs particulièrement à Tina Kiefer, mais aussi est-ce qu'on n'est pas en train de poursuivre avec cette idée qu'on continuerait nous à apprendre aux autres ce qu'ils ont à faire ? Tout à l'heure vous disiez la permaculture, des choses comme ça, alors qu'on a affaire à des civilisations millénaires et qui savent, je pense, aussi bien pêcher les poissons, comme aurait dit Mao Tse-tung. Alors, en effet, mais... évitons de parler de Mao, qui était le grand inspirateur du régime Khmer rouge. Je sais bien, mais c'est un personnage de l'histoire, cher ami. Oui, alors pour le pire, là, vraiment. Alors, au sujet de Tina Kiefer, je ne veux pas parler à sa place, mais de ce que j'ai vu, il est bien évidemment hors de question d'apprendre mieux que les autres. Et l'intelligence de toutes à l'école, c'est que, et je l'ai vu de mes propres yeux, au sein des écoles, bâti par l'association. On apprend effectivement le français, l'informatique, l'anglais, mais on apprend aussi le khmer, la calligraphie khmer, les danses khmer. Il ne s'agit pas d'européaniser ces petites filles, il s'agit de leur donner un enseignement de haute volée, très complet, tout en leur laissant, tout en, même plus que ça, tout en les poussant à être fiers de leurs origines, de leur culture. Et alors, pour revenir à votre livre... publié chez Dashbook, il ne faut pas que j'oublie de le dire. Il ne faut pas oublier de le dire, exactement. Important. Voilà, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que ça peut apporter concrètement à cette association, déjà ? Bien. C'est important de le dire aux auditeurs. Bien sûr, bien sûr. Un travail photographique de talent, un travail artistique, mais il y a aussi un but à tout ça. Oui.
Bien sûr, parce que depuis quelques années, je travaille de plus en plus avec des ONG, des associations, souvent liées à l'enfance d'ailleurs, parce que ça donne du sens à mon travail, que c'est très important pour moi. Là, en l'occurrence, ce livre, 50% de mes droits d'auteur seront offerts à toutes à l'école, et mon éditeur, justement, Dashbook, a décidé de me suivre et offre en plus 1 € par livre vendu à toutes à l'école. Voilà. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce que la situation, bien que très compliquée pour les jeunes filles au Cambodge, ça s'améliore, ça stagne ou ça empire? Non, ça s'améliore, bien sûr. Ça, c'est déjà une bonne chose. Bien sûr, ça s'améliore grâce à l'impulsion d'associations comme Toutes à l'école et grâce aussi aux efforts du gouvernement sur place qui comprend que, il y a des choses à changer. Il ne s'agit pas de donner les leçons, mais d'éveiller justement les consciences. Et c'est tout le travail de ces associations aussi. C'est petite pierre par petite pierre, vous voyez, on arrive à changer les choses. Donc les élites sont sensibilisées au problème. Je pense, oui, tout à fait. Alors on a un pont magnifique avec mais moi je voudrais juste que vous faites, Virginie. Merci mille fois. Merci mille fois, mais en fait c'est intéressant de se retrouver avec Grégory aujourd'hui, c'est que il est très engagé, il a parlé d'un projet qui lui tient à cœur et on l'a partagé et bravo pour ce que tu fais, mais il nous a aidés il y a 2 ans, il est venu aussi faire des photos avec nous bénévolement, généreusement, pour apporter son expertise justement à notre organisation. Donc tu fais des choses partout, des belles choses, et bravo et merci. Merci Alors, beaucoup. ils n'étaient pas au courant qu'ils étaient ensemble aujourd'hui. C'est le hasard. C'est le hasard. On s'est retrouvés avec beaucoup de plaisir. Et sur le fond, il y a un très bon pont, c'est-à-dire ce que disait Grégory sur les jeunes filles, à qui justement ces études et cette excellence peut ouvrir l'idée de métier que jusqu'à là, elles n'auraient pas voulu pratiquer. Vous preniez l'exemple d'être avocate, par exemple, ou des choses comme ça. Donc là, on retrouve notre volonté, notre ambition, oui, avec ce concours d'écriture et de dessin que nous animons maintenant depuis 4 ans et qui favorise l'inclusion. On encourage les étudiants à aller rencontrer les entreprises autour des lycées avec leurs professeurs de manière à pouvoir découvrir des univers qui ne sont pas les leurs, peut-être faire naître des vocations, mais en tout cas aussi leur permettre de rencontrer des réseaux qu'ils pourront utiliser à l'avenir dans le cadre de stages ou de demandes particulières. Grâce au concours, c'est un atelier qui encourage l'étudiant à aller au-devant des entrepreneurs, des entreprises, et ça participe évidemment à l'inclusion. Et la valorisation des femmes dans les métiers. Puisque les femmes, bien sûr, on a cette volonté de faire découvrir des métiers qui aujourd'hui ne séduisent pas comme ça de prime abord, ces métiers d'ingénieur. Mais Karine, qui est avec nous aussi, qui est une de nos partenaires, qui est de l'univers finance, pourrait en parler, puisqu'en fait, peu de femmes sont ça dans va être ton... notre thème tout à l'heure. Alors on en parlera un peu plus tard. On va en parler dans quelques minutes. Je voulais poser une question à Grégory. Je connais un petit peu la péninsule indo-chinoise. Est-ce qu'il y a des inégalités entre les grandes villes et les campagnes, par exemple entre Phnom Penh, les grandes villes du Cambodge, et les campagnes? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse inégalité pour l'éducation des filles? On voit évidemment de grosses différences, mais ça, c'est comme on peut le voir finalement dans beaucoup de pays. Dans les grandes villes, il y a plus d'infrastructures, il y a plus de transports en commun. Il y a plus, vous voyez, c'est dans chaque détail de la vie quotidienne, finalement, on trouve plus de facilité. Dans les campagnes, évidemment, le problème est plus grand pour les petites filles, parce que on va avoir tendance à envoyer plutôt le garçon à l'école, et puis la petite fille, on va plutôt avoir tendance à l'envoyer au champ. Exactement. Grégory Harper, en ce moment, il y a un débat avec tous ces conflits à nouveau dans le monde. Enfin, il y en a toujours plus ou moins eu une trentaine, malheureusement, c'est bien triste à dire, mais sur le rôle des photographes, mais des vrais, comme vous, et puis de la fausse information, de l'image transformée. C'est quoi votre regard sur tout ça en ce moment? Comment on peut continuer à défendre votre très beau métier, que j'aime particulièrement, moi, et puis cette position citoyenne, finalement, dans le monde? Oui, alors effectivement, maintenant, avec l'intelligence artificielle, tout ça, ça devient un petit peu compliqué, bien que quand on a un œil exercé, on voit immédiatement quand une photo a été trafiquée par l'intelligence artificielle. Après, tout ce qui est conflit, tout ça, vous savez, il y a différentes façons d'aller. Moi, j'ai fait quelques zones de guerre aussi, des conflits, des choses comme ça. Oui, parce que vous ne nous avez pas parlé de votre parcours. Oui. Je dis ça comme ça. Il est peut-être un peu long, mais c'est intéressant quand même. Comment dire, il faut y aller avec
authenticité. Je veux dire, il ne faut pas aller faire un reportage comme ça, humanitaire, ou une zone de guerre, ou quelque chose qui ait du sens véritablement, en se disant, tiens, on va faire un coup, on va faire du buzz. Non, parce que ça ne marche pas. Et puis les gens, avec l'intelligence artificielle, ou avec juste un portable, vous savez, c'est bien facile de photographier une célébrité dans les rues de Paris, mais aller faire une photo au fin fond du Cambodge, ou en Irak, ou actuellement sur le conflit à Gaza, par exemple, ou en Ukraine, c'est autre chose. Mais vous il faut de vrais photographes. Position citoyenne, ou c'est un œil et qui laisse ensuite à chacun son idée Pour moi, la citoyenneté, oui, c'est très important, bien sûr. Au travers de la photographie. Exactement, oui. Et moi, je pense que l'image seule ne compte pas. C'est un petit peu comme Paris Match le disait avant, hein, le poids des mots, le choc des photos. Il faut pour moi, et c'est comme ça que je conçois ce métier, j'essaie de faire de très belles images qui soient même artistiques, parce que je pense que de nos jours, avec cette amas, cette foison d'images qu'on a, on scrolle, on passe une demi-seconde sur chaque image. Alors, voilà. Où est-ce qu'on peut acheter ce magnifique ouvrage ? Alors, directement sur le site actuellement de Dashbook, DASHBOOK. .fr. Voilà, les enfants du Cambodge, avec une préface d'ailleurs de Tina Kiefer et une deuxième préface de Vera Kempf, une deuxième femme qui dirige Singulart, qui est une plateforme de vente d'art. Et puis d'ici quelques semaines, là, il sera dans toutes les bonnes librairies. S'il ne l'est pas, vous pourrez toujours le commander, bien sûr. Il y a un numéro ISBN. Donc un prochain projet en perspective ? Oui, un projet avec en partenariat avec l'OMS. Là, je vais partir en République démocratique du Congo pour faire un reportage sur les enfants soldats, des enfants qui ont été retirés des milices, qui sont dans des villages. Là, je vais leur apprendre à faire de la photo. Donc, toujours important d'apporter quelque chose dans les reportages humanitaires, d'apporter ce que je sais faire et puis mon regard, mon œil. Donc, leur apprendre à faire de la photo pour les tirer un peu de leur torpeur. C'est ce que j'ai fait il y a 1 an et demi avec les orphelins de guerre ukrainiens, réfugiés en Moldavie, par exemple. On a fait plein d'expos, après avec leurs photos, mes photos, sans aucune distinction pour les mettre en valeur. J'ai édité toutes les photos, mais on ne savait pas quelles étaient les miennes, celles des enfants. Voilà. Bon. Donc vous serez là le 12, 13, 14 juin, vous serez revenu. À Lille. J'espère. En plus, ma sœur vit à Lille. Ça c'est fait. On pourra y vendre votre ouvrage avec grand plaisir. L'occasion fait le larron, comme dirait le proverbe. Merci beaucoup, Grégory Hurt, qui a dit des choses extrêmement intéressantes, ce qui est commun à tous les hommes chauves. Dans quelques instants, on va recevoir non mensongère. Je sais pas, mais Aurélie est dubitative. Dans quelques instants, on va recevoir Virginie Atlan et Karine Ohana pour l'association Nous les Ambitieuses. Restez bien avec nous, les vraies voix citoyennes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix avec Aurélie Gros et Stéphane Pellet, comme tous les lundis soirs de 19h à 20h dans les vraies voix citoyennes de Sud Radio. Et tout de suite, on reçoit une très belle association, Stéphane Pellet, on les connaît déjà. Nous les ambitieuses. Pas de sexisme, très belle association tout de suite, parce que ce sont des femmes engagées. Non, je ne tiens pas à me retrouver sur Balance ton David, il n'y a pas de problème. Bonsoir. Donc, si je vous dis, elle milite depuis des années pour une société où les femmes prennent toute leur place dans l'entreprise, dans le débat public, dans les espaces de décision. Et puis, elle dirige une association qui agit à travers 3 grands projets. Le trophée des gestes audacieux, les pièces vivantes, et puis le magnifique concours international d'écriture et de dessin. Aurélie Gros, vous avez deviné qui est notre invitée ? C'est-à-dire qu'elle milite et c'est presque une abonnée. C'est celle à qui on pense systématiquement. Je pense que vous parlez sûrement de Virginie Atlan. Attention, vous avez encore 3 secondes. J'ai gagné. Virginie Atlan, bravo. Que je l'aime ce jeu, que je l'aime ce jeu, que je l'aime ce jeu. Comme il y avait la sonnerie que quand t'as accompagné de Karine Ohana. Bonsoir à toutes les deux. Un ami, on va laisser Aurélie et Philippe continuer à jouer et vous allez nous parler de ce beau projet. Donc Nous les Ambitieuses, c'est le nom de l'association, de la structure qui porte tout cela. Mais il y a un projet en particulier dans l'actualité. Donc Virginie, dites-nous.
Oui, merci beaucoup. Le projet dont on parle actuellement, c'est le concours d'écriture et de dessin. C'est une 4e édition de ce concours qui a pour thème « Préservons nos ressources environnementales et citoyennes ». Le thème a duré 2 ans, on l'a souhaité. Il se clôture le 12 mai. Et une annonce au mois de juin, le 8 juin, depuis la Principauté de Monaco. On a un thème qui valorise la protection de l'océan. On est en plein dans l'actualité de l'UNOC. Quelques jours plus tard, il y aura le sommet mondial de l'océan. C'est cela. Océans, oui, à Nice et à Monaco. Les 2 jours qui précèdent, le 7 et le 8, le Blue Economic Forum, qui va donc réunir des chefs d'État en nombre autour du prince Albert et du président Emmanuel Macron. Et puis en présence de beaucoup de chefs d'entreprise engagés et sensibles à cette dimension de solutions bleues qui soit raccord avec la préservation de l'océan. Qu'est-ce que vous donnez la parole, vous dites, à des centaines de jeunes, d'enfants et d'adultes aussi sur des thèmes engagés comme la liberté, le respect, l'égalité. Qu'est-ce qu'apporte ce concours? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors le concours, il est vraiment lié à la thématique de la préservation des ressources et de l'océan depuis l'année dernière jusqu'à la fin de cette année. Cette volonté donc de les faire réfléchir, de recueillir leur ambition, leur vision, de quelle manière est-ce qu'ils s'engagent pour les plus petits au quotidien, comment ça se traduit dans leur démarche à la maison, à l'école, puisque notre programme s'intègre dans les programmes par niveau de classe d'élèves, que le concours est ouvert du niveau primaire jusqu'aux grandes écoles. Nos étudiants donc nous racontent sous le mode d'expression de leur choix, ça va d'un dessin pour les plus petits, un texte ou un dossier de fin d'études pour ceux qui sont en école supérieure, et nous livrent leur ambition. De quelle manière est-ce qu'ils souhaitent participer au travers d'un métier engagé qui leur permettent d'exercer, de créer des solutions respectueuses de l'environnement, de l'océan. Donc notre volonté, c'est de recueillir cette ambition, cette vision. C'est une première mondiale. On a 14 nationalités qui concourent depuis l'an dernier à notre projet. Bravo. Et pour nous, c'est un vrai mapping de cette jeunesse qu'on souhaite donc sensibiliser, mobiliser, et ensuite notre volonté, comme toujours, c'est de les mettre en avant. C'est pas nous, on a toutes des métiers qui nous plaisent, on est tout engagés. On a une de nos ambassadrices qui fait partie de cette belle équipe de Sud Radio, qui est Cécile de Minibus, tout en désengagement, qu'on embrasse d'ailleurs, qu'on embrasse fort. Oui. Et au travers donc de ce concours, notre volonté, c'est d'exposer les 100 lauréats mondiaux. 50 ont déjà été sélectionnés l'an dernier et 50 sont en cours. On est en train encore jusqu'au 12 mai de pouvoir recueillir donc des propositions de textes, dessins ou réalisations artistiques à partir d'objets recyclés. Ça a été un de nos ateliers nouveaux en 2025, d'encourager les étudiants avec leurs professeurs pour faire des treks éthiques et aller ramasser en montagne, en bord de mer ou en ville des objets recyclés et d'en faire une œuvre. Et on a un jury composé d'artistes contemporains qui vont sélectionner aussi des œuvres. Et les 100 lauréats mondiaux seront annoncés le 8 juin depuis Monaco, où nous serons présents pendant 2 jours en gare de Monaco, avec différents ateliers, des workshops pour sensibiliser de manière ludique, interactive, la jeunesse, le grand public à la protection de l'océan. Aurélie Gros. Je crois que ce concours d'écriture démarre le 12 mai, si je me trompe. Il se clôture le 12 mai. Il se clôture le 12 mai, donc il reste une semaine à tout à l'école pour concourir et envoyer... périscolaire, je le dis à Grégory, parce que là, nous avons un lien, on a des femmes ambitieuses. Complètement. Mais talentueuse surtout. Je vais passer le message à Tina, qu'elle passe le message elle-même parce que c'est ça aux aussi écoles, la bien force sûr. de cette émission, c'est de créer des ponts. Et alors, vous nous avez pas présenté votre acolyte. Je suis venue avec une de nos partenaires, Karine Ohana, qui nous accompagne. On a besoin de soutien et d'entreprises engagées à nos côtés, qui est dans le milieu de la finance et qui nous accompagne et qui sera présente avec nous à Monaco dans le cadre des ateliers que l'on déploie. Écoutez, bonjour, très heureuse. J'ai pas l'habitude de venir à la radio. Ne vous inquiétez pas, vous êtes en bonne compagnie. J'espère que vous serez bienveillant avec moi. Alors pourquoi vous vous êtes engagé? Bon, avant tout, ça a été un coup de cœur pour Virginie Atlan. C'est ça le problème. Voilà, elle a une énergie. C'est bon, vous avez tout dit. C'est une force de la nature. C'est une fille qui met son énergie au service du progrès.
Et nous, Ohana & Co, on est une banque d'affaires spécialisée dans les biens de consommation. Ça fait 30 ans, on va fêter notre 30e anniversaire cette année. On a créé au sein de notre société financière une branche qui s'appelle Brands with Mission, qui mettent en avant... Des marques avec une mission. Qui soutiennent les marques à mission. Voilà, tout à fait. Quand on avait démarré cette activité aux États-Unis et qu'ensuite on l'a transposée en France, on a appelé ça Brands with Mission, mais c'est devenu les marques à mission. Et donc on rencontre beaucoup d'entrepreneurs, et ce qu'on aime, c'est les entrepreneurs qui veulent faire la différence, à la fois sur un plan environnement, sociétal, formulation, tout ce qui concerne le progrès. En fait, on a compris que les financiers, les banquiers avaient une très grande part de responsabilité dans la manière dont le monde est façonné aujourd'hui et dans la manière où les gens consomment aujourd'hui. Il y a une vraie question, c'est qui décide quoi? Est-ce que ce sont les entrepreneurs qui viennent et qui vont proposer des produits éthiques ou est-ce que ce sont les consommateurs qui vont imposer à ce qu'on leur apporte des produits éthiques. Mais ceux qui sont les intermédiaires entre les entrepreneurs et les consommateurs, c'est avant tout les financiers. Alors nous, on a, chère Karine et chère Virginie, on a une définition un peu intermédiaire. Oui. C'est qu'on a bien sûr les entreprises d'un côté, les consommateurs de l'autre, mais nous, entre les deux, on a les citoyens. Parce qu'on pense qu'il peut y avoir par exemple, des consommateurs réunis au sein de coopératives, et là, ça devient des consommateurs citoyens qui vont décider, eux aussi, comme vous dites, de faire en sorte que les entreprises se comportent de manière de plus en plus comme la éthique. marque C'est qui le patron. Je vais vous donner un exemple. La marque C'est qui le patron, qui est une marque dans le domaine de l'agroalimentaire. Eh bien, c'est une très grosse coopérative qui a réussi à imposer dans la filière du lait, des œufs, du beurre, enfin toute une série de productions, a réussi à imposer un prix qui rémunère correctement les agriculteurs, ce qui est malheureusement pas souvent le cas avec les grandes marques distributeurs. Et ça, c'est une action citoyenne de consommateurs. Donc, vous voyez, ça fait pencher un petit peu la balance de ce côté-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, ça, c'est un domaine que je ne touche pas, parce que les coopératives, je les respecte énormément. Moi, l'angle que j'essaye d'aborder, de présenter ici, la prise de conscience que j'essaie de mettre en valeur, c'est que en fait, un consommateur vote lorsqu'il dépense de l'argent. Tout à fait. Quand on achète quelque chose, consommer, on vote. C'est voter. Voilà, exactement. Manger, c'est voter, par exemple. Donc, à partir du moment où vous allez acheter tel produit, vous allez contribuer à son business, à améliorer le chiffre d'affaires de la société en question. Donc les banquiers vont décider de la soutenir. Oui ou non. À partir du moment où le consommateur va la sanctionner, ne va pas en vouloir, la société ne se portera pas aussi bien. Alors ça, c'est un principe qui est très très fort aux États-Unis, où on sait que les associations de consommateurs font quasiment la pluie et le beau temps, comme vous dites, elles décident de l'avenir, souvent même des entreprises. Mais au-delà de ça, pour que le monde soit plus vertueux, il ne faut pas simplement peut-être une sanction, il faut aussi en effet promouvoir et s'associer comme vous le faites à des programmes. Voilà. Exactement. Alors c'est là que Virginie a un rôle extrêmement puissant, c'est qu'elle permet aux entreprises de mettre en valeur justement leur engagement sociétal et leur engagement environnement. Et dans ce que fait Virginie, ce qui m'a le plus touchée, c'est l'éducation. Virginie est une force de la nature quand cela concerne l'éducation et donner du pouvoir aux enfants et aux femmes. Voilà, c'est leur permettre de s'exprimer. Et là, on la suit à fond parce que quand elle crée quelque chose, parce qu'elle a créé tout à partir de rien, c'est quelque chose qui n'existait pas. Donc, à partir d'une page blanche, avoir créé tout ce qui existe aujourd'hui,
moi je lui dis chapeau. Dont on le rappelle, c'est laisser une grande place aux femmes, aux filles, aux jeunes filles. Oui, dans la lutte contre les violences faites aux femmes, avec cette pièce de théâtre qui s'appelle Vivante. Oui. Ouais. Magnifique pièce de théâtre. Et on a la chance aussi, bien sûr, d'avoir des amis qui sont là et qui amènent leur expertise, comme Elie Chouraki. C'est pas rien d'avoir un nom connu comme ça. C'est vrai que ça nous a permis d'être identifiés, valorisés, le rôle des ambassadrices, bien sûr, des filles populaires, aimées des Français. Du coup, on est accueillis assez favorablement, avec bienveillance, avec Luana Belmondo, avec Alexandra Fechner, avec Chantal Latsou, toutes les tranches d'âge que l'on touche. Et puis avoir eu des personnalités comme Marc Lévy, pour porter avec nous un livre, Le Monde des petites personnes, qui a été la valorisation de tout ce que faisait la jeunesse avec nos projets. Tout ça, tout le monde compte en fait. On est chacun un maillon de cette chaîne. On est tout engagés, on est toutes des bénévoles. Et avec une seule ambition, c'est valoriser l'action positive et générer des actions à impact qui nous permettent de conserver nos partenaires. Non mais c'est intéressant, c'est pour ça que je voulais rajouter dans ce qui a été dit du côté entreprise, c'est que j'ai compris l'exemple et je pensais à la même chose en vous écoutant parler à la marque des consommateurs, sur la question du consommateur, où se situe le citoyen. Et je pense qu'il y a une autre notion et à laquelle vous participez totalement, et ce que vous avez dit, c'est la notion de tiers secteur, ceux qui s'engagent et qui rendent presque un service public qui n'est pas rendu par le service public parce que c'est tellement large. C'est 1 700 000 associations qui s'engagent. Je pense qu'aujourd'hui, elles sont essentielles dans le lien à l'entreprise. Pour faire une chose, c'est faire territoire. Parce qu'en réalité, l'entreprise fait partie du territoire. Et l'entreprise, quand elle s'engage, elle fait territoire avec d'autres personnes qui s'engagent comme Virginie Atlan, mais aussi avec ses salariés. Et c'est aussi ça, cette notion de citoyenneté qu'on peut retrouver après au sein des groupes. Si vous voulez, moi je parle de progrès et de faire changer les choses dans les modes de consommation. C'est ça qui m'intéresse. Oui, c'est il y a 10-15 ans, quand il y avait des débats sur les formulations de cosmétiques, les personnes qui créent des cosmétiques avec des formulations, clean. Sans test sur les animaux vivants, etc. quoi, par exemple. Alors déjà, pas de test, mais aussi certains produits complètement exclus. Oui. Je peux vous dire qu'avant les débats, ils se faisaient taper sur les doigts par leurs confrères en leur disant « J'espère qu'aujourd'hui, le débat ne va pas porter là-dessus ». Et ils traitaient les entrepreneurs de hippies ou de marginaux. Voilà. Encore une question de cheveux. Voilà. Or, aujourd'hui, l'entrepreneur a voté. Est-ce que le fait qu'il y ait des réseaux sociaux que l'ascension des réseaux sociaux a fait que ça a probablement donné un certain pouvoir à ce genre d'entreprise? Et du coup, les distributeurs se sont alignés. Puisqu'aujourd'hui, les distributeurs, avant de faire entrer un nouveau produit ou une nouvelle marque, vont poser des questions très strictes sur les formulations de ces produits. Donc les barrières à l'entrée ont été installées. Et pareil pour les investisseurs. Les investisseurs n'investiront plus parce qu'ils savent que par derrière, les groupes stratégiques, les grands groupes, vont s'intéresser à ces nouveaux segments qui sont les segments du futur. Vous êtes bien dans les vraies voix citoyennes avec, comme tous les lundis soirs, de 19h à 20h, Aurélie Gros et Stéphane Pellet. Nos invités du soir, Virginie Atlan, Karine Ohana et Grégory Orp, restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour la dernière ligne droite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous donner toujours la parole dans ces temps difficiles. Pour ça, Sud Radio champion. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Retour des vraies voix citoyennes avec bien évidemment Aurélie Gros, Stéphane Pellet, nos invités du soir. Cette belle association, Nous les Ambitieuses, avec Virginie Atlan et Karine Ohana. Grégory Orp est resté avec nous, très grand photographe. Et vous vouliez parler, je crois, de l'UNESCO, mon cher Stéphane Pellet. Oh, je ne voulais pas en parler moi-même, je voulais que Virginie Atlan nous en parle, parce que finalement, on a entendu toutes ces initiatives qu'elle prend avec son association Nous les Ambitieuses, soutenue, donc on l'a dit, par Karine Ohana notamment, qui amène cette finance vertueuse finalement.
Citoyenne. Vous êtes ministre bis de l'éducation, alors Non, non, je me permettrai pas. Et en plus, ministre, voilà. On est tellement libre en fait quand on est une association, mais non, on est complémentaire et ça indéniablement de la force publique qui n'a pas les moyens de tout faire. Donc, on a le patronage de l'UNESCO, de la Commission française pour l'UNESCO, et ça c'est important pour nous. C'est aussi un peu le Graal, comme on est fier d'avoir le soutien et un porteur de projet qui soit Monseigneur le Prince Albert II de Monaco sur des questions environnementales, l'océan. C'est quelqu'un de hyper légitime sur le sujet, donc on est très fiers de l'avoir comme soutien, qu'on soit accueilli en Principauté de Monaco au mois de juin, que nous avons renouvelé déjà pour 2026 cette même dynamique. On est fiers, ça veut dire que quelque part ils sont aussi contents de ce qu'on délivre. Et puis ce qui nous plaît le plus vraiment, c'est d'être sur le terrain. De le dire justement, et vous allez parler notamment de toutes ces entreprises qui permettent à leur cadre notamment de participer, mais redonnez les chiffres, combien de pays vous avez mobilisé, on a 14 et combien nationalités. De participants d'une certaine manière. On avait 71 000 contributions, voilà, là je ne peux pas vous dire combien on en a avant la fin de l'édition, mais on a 14 nationalités au moment où on se parle qui participent, et ça c'est formidable évidemment, et on va donc arriver à ce moment ultime qui évidemment nous plaît le plus, c'est la rencontre avec le public. Quand on fait Vivante, la pièce de théâtre liée aux violences faites aux femmes, on rencontre le public dans la salle. Le public, ce sont les gens qui sont venus, c'est toujours gratuit, on ne vend jamais rien, la pièce est gratuite, donc le public s'inscrit, mais nos partenaires ont à cœur d'inviter leurs collaborateurs, montrer ce qu'ils soutiennent. Certains s'engagent, deviennent des experts dans l'association. On va avoir le même phénomène avec le concours d'écriture et de dessin. Pendant 2 jours, nous allons occuper la gare de Monaco qui est partenaire de l'événement, qui ouvre ses espaces, et nous allons déployer des ateliers qui sont de vrais ateliers d'activités ludiques, interactives, créatives, pour permettre aux citoyens, aux écoles qui vont venir, mais aux personnes qui vont descendre des trains, qui vont devoir traverser notre zone d'exposition avant d'aller dans Monaco à un moment où le monde sera tourné vers cette principauté avec le Blue Economic Forum. Et ces ateliers sont créés avec nos partenaires. Ça va d'ateliers de crème protectrice solaire avec Frey qui fabrique un produit contenant contenu complètement éthique, respectueux de l'océan. On a un artiste contemporain à nos côtés, Ilan Anoufa, qui est notre directeur artistique, qui a créé des objets en bois recyclés, qui va les faire monter par les enfants, qui vont ensuite les peindre. Ce sont des boîtes à musique, le bruit de l'océan, des carnets de jeux que sur l'océan pour jouer en famille, et ensuite le public repart avec ses carnets, beaucoup de goodies aussi et de cadeaux à gagner en jouant à des jeux connectés pour sauver des tortues marines. Tout est orienté dans l'axe de la préservation de l'océan pendant 2 jours en Principauté de Monaco. Donc on a énormément de plaisir. Les dates à Monaco ? 7 et 8 juin 2025 en gare de Monaco. Le 8 juin, nous annoncerons les résultats. On a à nos côtés Laurent Balesta, qui est notre parrain, qui est un photographe marin aussi de renom, mondialement connu. On a la chance d'être soutenu par des gens important, pour la première fois des partenaires aussi internationaux avec Cécile Chan grâce à Karine Ohana, mais on a vraiment cette volonté de rencontrer le public au plus près. Virginie, ça compte. Atlan et Karine, Ohana. Oui. Sur le fond, un petit peu comme tout à l'heure, on posait des questions à Grégory sur son regard sur l'action citoyenne et qu'est-ce qu'elle peut changer au travers de la photographie telle qu'il le fait. Vous mobilisez, vous êtes donc une force inarrêtable, comme dit Karine, mais qu'est-ce que vous constatez comme résultat ? Qu'est-ce qui est en train de changer ? Moi, je suis très optimiste, en fait, parce que quand je rencontre la jeunesse... et puis, la jeunesse, en fait, me rend optimiste, parce qu'ils sont tellement mieux que, j'ai envie de dire, ma génération. Nous, on a une démarche... C'est vrai. Quand on est de la même. Quand on échange avec eux, ils sont hyper sensibilisés, ils sont déjà très engagés, ils font des choix très engagés. La jeunesse, elle est convaincue. Elle est, depuis ces dernières années, depuis Covid aussi, très sensibilisée à la nature, ce besoin de revenir à de l'essentiel, à des choses naturelles. Donc je suis, oui, très optimiste. J'ai pas de crainte sur l'avenir. C'est la jeunesse qui me laisse entendre cela. Et puis on les culpabilise pas. L'état dans lequel nous vivons aujourd'hui, la problématique des océans,
elle n'est pas la leur. Nous sommes les responsables. Donc on doit avec eux, et ils le font très bien, tirer un constat et pouvoir se dire, à l'instant T, ce qu'on est en train de voir est beau, faisons en sorte de le préserver. On n'est pas les responsables. Grégory Orp, une question à Virginie Atlan et Karine Ohana. Ou une remarque. Une remarque déjà qui s'impose, c'est que c'est remarquable, évidemment. Moi, je connais le travail de Virginie depuis quelques années et je trouve ça magnifique. Merci. Voilà. Et puis toute cette énergie positive, parce que voilà, ça c'est ça qui est important, je pense, dans tout ce qu'on fait quand on est dans l'humanitaire ou dans l'aide. Simplement, il s'agit de faire des choses d'une façon positive, montrer du positif, de l'espoir, parce que les gens, on leur demande énormément. Oui. Et quand on leur demande beaucoup en pleurnichant, voilà, je dis ça, bon, c'est peut-être un peu péjoratif, mais vous voyez, montrer que les choses vont aller mieux, les choses, on est plein, on est positif, tout ça, ça engage les gens. Voilà. Et puis j'ai une petite question, oui, jusqu'à quel âge les petites filles, les enfants peuvent envoyer leurs dessins? Tant qu'ils sont étudiants, en fait, on a Paris Tech, on a Sciences Po, on a des Master 2, on a. Tu peux pas dès qu'on est étudiant. Non, moi, je suis un peu trop vieux. Mais pour l'année prochaine, je vous annonce qu'il y aura un mode d'expression qui sera que de la réalisation artistique pour avoir encore plus de nationalités, plus de barrières de langue, et que il suffira d'être étudiant, ça veut dire qu'on intégrera aussi la formation continue et que peut-être changer de métier pour aller vers un métier responsable, ce sera possible de participer au concours l'année prochaine. Alors moi j'ai deux questions, Virginie. La première, c'est que donc le 7 et 8 vous êtes à Monaco, ensuite vous filez à Nice, j'imagine, vous allez faire un petit tour au sommet de la mer. J'irai faire un tour au sommet de la mer, ça c'est sûr. Et donc le 12, 13, 14 au sommet citoyen pour clôturer la totale. Avec plaisir. Ça va pas être trop dur de faire Monaco-Lille Je crois qu'avec vous, je pourrais pas dire non. Ouais. Mais comme ça, on pourra en reparler et vous pourrez nous dire ça. Et la deuxième question, c'est savoir comment on peut vous aider pour aller encore plus loin. Écoutez, c'est essayer de faire en sorte qu'on ait encore plus de jeunes qui participent. Il faut aller sur le site Nous les Ambitieuses ou le Instagram Nous les Ambitieuses, et en bio, il y a le lien où poster son texte, son dessin, la photo de sa réalisation artistique. On a jusqu'au 12 mai. Extraordinaire, vous avez vu, les liens sont bio. Oui. Oui, j'ai pas de papier. Donc on peut encore jusqu'au 12 mai. Jusqu'au 12 mai, n'importe quelle école de France peut encore verser jusqu'au 12 mai. N'importe quel étudiant, maman qui nous entend et a envie de faire en sorte que son enfant participe, on peut participer tout seul, avec une classe. Il n'y a pas d'obligation, il faut juste être étudiant. Oui, mais j'ai compris, ça ne s'adresse pas à toi, Philippe. Et donc on se reverra à Lille. Voilà, avec grand plaisir. Vous passerez de la pissaladière à la carbonade flamande, vous verrez, c'est très bon. Je n'en doute pas. Et en matière de j'embarquerai Karine. Et Karine pour son engagement citoyen vis-à-vis de ce tiers secteur. Absolument. On est très honorés, et je suis très honorée de rencontrer aussi Grégory Hort, qui fait des choses magnifiques, et je pense que là vous mettez en avant des vraies lumières, et je suis très heureuse d'être là et très honorée. Et c'est un grand plaisir de vous recevoir aussi. Deux concours. Philippe, n'oubliez pas, la semaine prochaine, les Vraies Voix Citoyennes lancent le trophée citoyen, ce sera le deuxième. Donc, en compagnie de Cécile Leménibus et de Patrick Roger. On n'aura que du beau monde. Trophée citoyen avec lancement la semaine d'après des premières associations qui seront en concours. Et ma chère Virginie, on se connaît bien, je ne peux pas m'en empêcher. Faire l'événement depuis la gare de Monaco, je me dis que c'est vraiment sur de très bons rails. Waouh! Et pourquoi Sud Radio ne vient pas d'ailleurs? Il faut en parler à Patrick Roger, justement. En attendant, je crois que... Merci beaucoup, Aurélie Gros, Stéphane Pellet, Grégory Hort, Virginie Atlan, Karine Ohana. Merci à vous et bravo pour votre association. Et là, c'est l'heure des vraies voix du rugby. Salut François Trio. Mais vous me mettez au fond du bus, là. Ah oui, parce que... Oui, mais là, par contre, désolé, mais les clubs historiques, Toulouse et Leinster, ont été au fond du sac ce week-end. Oui, mais c'est ça, le rugby et ses surprises, c'est pas toujours les mêmes qui gagnent, voilà. Et c'est vrai qu'on a vu deux très grands matchs, on va y revenir longuement dans la vraie voix du rugby avec UNUG et Philippe Spanghero. On va notamment parler de la victoire de l'Union Bordeaux-Bègles avec... ça vous a fait plaisir, je crois, en tant qu'ancien joueur de Bordeaux. Oui, mais j'aime le beau rugby, donc je me suis régalé autant le samedi que le dimanche, mais on aura également l'arbitre du match Leicester-Northampton qui était français, Pierre Brousset, et qui veut un peu nous décrypter le jeu des Anglais. Voilà, on se projette déjà sur la finale. Allez, et puis on dit allez l'UBB.
Bah, bien sûr. Allez, l'UBB On le pour la pense, même si on finale, le dit bien pas. évidemment. Et c'est un supporter toulousain qui le dit. Allez, tout de suite, les vraies voix du rugby. Mais en attendant, Cécile de Ménibus, on se retrouve demain 17h pour les vraies voix sur Sud Radio.